Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers élèves, bienvenue en classe sur ORTM. C'est l'enseignement secondaire général, la classe de TS expérimentale et la biologie. Le cours précédent a porté sur le support de l'information génétique. La conclusion qui avait été tirée était que la molécule d'ADN est le support de l'information génétique. Le cours d'aujourd'hui portera sur la transmission de l'information génétique au cours des divisions cellulaires. L'information génétique est transmise et conservée au cours des divisions cellulaires. Alors, on pourra se poser une question. Quels sont les mécanismes cellulaires qui permettent la transmission et la conservation de l'information génétique au cours des divisions cellulaires? En introduction, nous disons que la division cellulaire s'effectue selon deux modalités. L'une très rare, qui est la division directe ou à mitose, l'autre la division indirecte ou mitose, qui est quasi générale dans les deux règnes. La mitose est un phénomène continu qui se déroule en 4 phases principales. Vous avez la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Alors, une cellule qui veut entrer en mitose doit se préparer. Cette préparation s'est faite pendant une phase qu'on appelle l'interphase. Alors, nous allons voir les caractéristiques de la cellule en interphase. Alors, nous avons l'interphase de la cellule animale et de la cellule végétale. Nous constatons ici qu'il y a la membrane nucléaire, elle est évidente. Nous avons la chromatine, les filaments de chromatine qui sont là. Vous avez le nucléole également. Ça, c'est chez la cellule animale comme chez la cellule végétale. Et chez la cellule animale, nous constatons la présence des centrosomes également. Voilà. Alors, en fin interphase, nous constatons que, eh bien, le réseau de chromatine est toujours là, mais dédoublé. Les chromosomes, le filament des chromatines sont dédoublés. Alors, nous rentrons dans la mitose, chez la cellule animale et chez la cellule végétale. La première phase, c'est la prophase. Nous constatons en début de mitose qu'il y a gonflement du noyau. Le noyau a gonflé, que ce soit chez la cellule végétale, que ce soit chez la cellule animale, eh bien, le noyau a gonflé. Oui, il y a un gonflement du noyau. Alors, ensuite, il y a début de spiralisation des chromatides. Ensuite, il y a la disparition des nucléoles. Les nucléoles qui étaient là, alors nous voyons le nucléole qui est en train de disparaître, disparition du nucléole. Voyez? Alors, maintenant, en fin prophase, nous constatons que, eh bien, il y a formation du fuseau achromatique. Les chromosomes qui sont là sont devenus bien individualisés et en 2 chromatides. Alors, le centrosome qui s'est dédoublé, alors a formé 2 centrosomes fils, alors qui ont formé qui se sont transformés en une formation rayonnante qu'on appelle aster, et chaque aster a regagné un pôle de la cellule. Et maintenant, entre les 2 asters, il y a eu le fuseau achromatique qui est apparu. Les chromosomes sont bien individualisés ici et sont dispersés dans la cellule. Les chromosomes sont dispersés dans la cellule. Au niveau de la cellule végétale, nous constatons également qu'au niveau de chaque pôle, il y a une formation qui est là, qu'on appelle calotte polaire. Nous passons maintenant à la seconde phase, qui est la métaphase. Alors ici, nous voyons que les chromosomes sont rangés, sont placés dans le plan médian du fuseau de division. Que ce soit chez la cellule animale, la cellule végétale et que la cellule animale, eh bien, les chromosomes sont rangés dans le plan médian du fuseau de division. Et ça forme une figure qu'on appelle la plaque équatoriale. Alors, vous avez un schéma qui est ici, qui est une vue polaire. Et cette vue polaire permet de dénombrer le nombre de chromosomes. Alors ici, nous avons déjà 4 chromosomes dans cette cellule.
nous passons à la phase suivante qui est l'anaphase. Alors, l'anaphase comme la métaphase, ce sont des phases qui ne durent pas longtemps, qui sont de courte durée. Nous constatons ici que, eh bien, les chromatides sont en ascension polaire. Donc, il y a eu dédoublement des centromères, ascension polaire des chromosomes fils qui se répartissent en deux lots identiques. Donc, vous avez un lot ici, vous avez deux lots identiques, un autre lot ici, les deux lots sont identiques. C'est la même chose que, chez la cellule animale également. Vous avez également un lot qui est là et un autre lot qui est là. Les deux lots sont identiques. Ouais. Alors, donc, on aura alors 2n égale à 4 chromosomes à chaque pôle. Alors, la dernière phase, c'est la télophase. Elle est un peu plus longue que les deux dernières phases. Alors, donc, nous voyons qu'il y a déspiralisation des chromatides en réseau de chromatides. Vous avez la formation du nucléole. Le nucléole apparaît ici. Alors, la membrane nucléaire aussi apparaît. Vous avez la membrane nucléaire qui apparaît. Et vous avez également le fuseau de division qui disparaît, que ce soit chez la cellule végétale que chez la cellule animale également. Voilà. Donc, nous constatons alors que le noyau s'est dédoublé déjà. Il y a eu 2 noyaux fils qui ont été formés. Alors, il faut maintenant la division du cytoplasme. Et la division du cytoplasme est appelée la cytodiérèse. Et nous voyons que chez la cellule animale, la cytodiérèse se fait par étranglement au niveau de la zone médiane. Et chez la cellule végétale, nous voyons que la cytodiérèse se fait par la synthèse d'une membrane plasmique, une membrane squelettique, qu'on appelle phragmoplaste dans la zone médiane de la cellule. Alors donc, nous constatons qu'il y a eu 2 cellules qui ont été formées. Et chacune des 2 cellules possède le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Alors, ça fait ici 4 chromosomes. Alors, donc, cela veut dire que, eh bien, au cours de cette mitose, il y a eu une transmission et la conservation du matériel chromosomique de la cellule mère. Nous constatons également que le déroulement de la mitose et le déroulement de la mitose chez la cellule animale et chez la cellule végétale, c'est similaire et il n'y a que quelques petites différences entre les deux, tout simplement. Alors, en consigne, après avoir observé les schémas des mitoses de la cellule animale et de la cellule végétale, relève les différences entre ces 2 mitoses. Alors, maintenant, chromosome et ADN. Nous avons dit au début que l'information génétique est transmise et conservée au cours des divisions cellulaires. L'information génétique, c'est la molécule d'ADN. Et nous venons de voir tout de suite à la fin de la division cellulaire que le matériel chromosomique est transmis et conservé au cours de cette division. On pourra alors se poser la question, quelle relation il y a entre chromosome et ADN? Alors, des études biochimiques ont montré que le chromosome est constitué de protéines, les histones, autour desquelles s'enroule un filament d'ADN. L'ADN est donc le constituant fondamental des chromosomes. Alors, nous avons ici un chromosome métaphasique qui est là. Alors, ce chromosome est constitué de 2 chromatides qui sont liés au niveau d'une zone qu'on appelle centromère. Et le centromère divise chaque chromatide ici en 2 bras. Alors, un bras qui est court, voilà le bras court, voilà, et le bras long qui est là, voilà le bras long qui est là, voilà. Donc, on passe maintenant à l'ultrastructure du chromosome. Alors, donc, si on regarde l'ultrastructure du chromosome, nous voyons que, eh bien, le chromosome est effectivement constitué d'un filament d'ADN, d'une molécule d'ADN qui est enroulée autour des molécules des protéines. Vous voyez, des molécules de protéines. Donc, ce qui confirme que, eh bien, le chromosome est essentiellement constitué d'ADN. Alors, nous avons dit en interphase que, eh bien, le filament de chromatine se dédouble. Étant donné que le chromosome est constitué d'ADN, si le chromosome se dédouble, cela veut dire aussi que l'ADN se dédouble. Et on appelle ça la réplication de l'ADN. Au cours de la division cellulaire, la transmission de l'information génétique est toujours précédée par la réplication semi-conservative de l'ADN qui assure la copie conforme de l'information. Pendant l'interphase,
la double hélice de la molécule s'ouvre sous l'action de l'ADN polymérase. Des nouveaux nucléotides s'associent à chaque brin de façon à former une nouvelle chaîne complémentaire. Les molécules filles d'ADN ainsi formées sont identiques entre elles et identiques à la molécule mère. Alors, nous allons passer à l'image, au document qui va illustrer la réplication de l'ADN. Alors, comme tout travail, n'importe quel travail, eh bien, il y a un ou des individus qui font le travail. Et ces individus ont besoin de matériel pour faire le travail. Et ces individus aussi ont une stratégie pour faire le travail. Et ils obtiennent un résultat. Ici, qui fait le travail? Eh bien, c'est l'ADN polymérase qui fait le travail. Alors, comment l'ADN polymérase fait le travail? Alors, l'ADN polymérase va se fixer en plusieurs endroits de la molécule d'ADN et va écarter les deux brins. Alors, la zone d'écartement des deux brins est appelée œil de réplication. Et au niveau de chaque œil de réplication, ces coins sont appelés des fourches de réplication. Alors, cette fourche va avancer dans ce sens et cette fourche aussi va avancer dans ce sens. Alors, c'est pour cela qu'on dit que la réplication de l'ADN est bidirectionnelle. Alors, donc, au niveau de chaque fourche, comme on voit ici, eh bien, des désoxyribonucléotides viennent alors se placer en face de chaque brin selon la complémentarité. A se place devant T, T se place devant A, C se place devant G, G se place devant C. Alors, l'ADN polymérase va assurer la polymérisation de ces nucléotides-là. Alors, quand les fourches vont se rencontrer, eh bien, le travail est fini. Alors, le résultat est là. Vous avez deux molécules qui ont été formées. Alors, donc, si nous regardons ce résultat, nous constatons que chaque molécule a un brin qui est ici en noir. C'est le brin de la molécule mère. Vous voyez? Et le brin qui est en bleu, c'est le brin qui est nouvellement formé. Donc, nous disons que chaque molécule fille a conservé la moitié de la molécule mère. C'est pour cela que ce processus est dit semi-conservatif. Alors, c'est à cause de ce modèle semi-conservatif que l'information génétique est conservée. Alors, notez bien, avant que ce modèle-là ne soit confirmé par les expériences, les résultats des expériences, alors, deux autres modèles avaient été proposés. Alors, le modèle conservatif. La molécule mère est conservée et une molécule fille est fabriquée. Le modèle dispersif. Alors, deux molécules filles sont formées et chaque molécule est formée des fragments de molécules mères et des fragments nouvellement formés. Alors, c'est ce modèle semi-conservatif qui a été validé par les résultats de l'expérience. Maintenant, si nous regardons également ces deux brins, nous les comparons. Alors, donc, regardons AT et nous avons ici AT. TA, nous avons ici TA. Donc, si nous continuons, nous constatons que eh bien, ces deux molécules filles sont rigoureusement identiques entre elles et identiques à la molécule mère qui est là. C'est pour cela que le processus aussi est dit réplication. Alors maintenant, si nous regardons, vous avez une molécule mère, qui a donné naissance à deux molécules filles. Alors, le processus est dit alors une duplication. Alors, en consigne, cite les différents éléments qui constituent un chromosome, établit une relation entre la chromatine, le chromosome et l'ADN. Alors, nous avons parlé du chromosome pendant la division cellulaire. Alors, comment dénombrer les chromosomes d'une cellule? Alors, il faut réaliser le karyotype. Qu'est-ce que c'est que le karyotype? On appelle karyotype les chromosomes métaphasiques d'une cellule rangés par paire en fonction de leur taille décroissante selon une numérotation conventionnelle. Alors, comment établir le karyotype? Alors, il y a des étapes. Le karyotype humain se réalise dans les laboratoires de cytogénétique sur des cellules nucléées capables de se diviser in vitro comme suit. Prélèvement des cellules, on réalise une ponction de sang d'une veine et on a des lymphocytes. Mise en culture. Le prélèvement est placé dans un milieu de culture à 37 degrés pendant 3 jours. Ce milieu contient du sérum humain, des antibiotiques et des substances activant la mitose comme la phytohémagglutinine. Blocage des mitoses, on bloque les mitoses à la métaphase par addition de la colchicine au milieu de culture. Choc hypotonique,
placés dans un milieu hypotonique, les cellules éclatent sous l'effet de la turgescence. Les chromosomes métaphasiques se dispersent. Alors, on fait la fixation des chromosomes, étalement sur la lame et coloration par GEMSA. On photographie l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Les épreuves sont ensuite découpées afin de comparer et de classer les chromosomes. Alors, nous avons une image qui illustre ces étapes-là. Donc, nous voyons bien qu'il y a une ponction sanguine. Alors, on sépare, on enlève les hématies. Vous savez pourquoi les hématies ne font pas l'affaire? On utilise les leucocytes et on les place dans un milieu de culture avec les conditions des substances qui peuvent stimuler la mitose. Alors, on ajoute la colchicine qui va bloquer la mitose à la métaphase parce qu'on sait que c'est à la métaphase que les chromosomes sont bien visibles. Alors, comment obtenir les chromosomes qui sont à l'intérieur de la cellule? Alors, on ajoute une substance, on fait éclater, on met la cellule dans un milieu hypotonique, alors la cellule va absorber de l'eau, alors elle va gonfler, elle va éclater, alors à ce moment les chromosomes vont être étalés, on va les colorer, les observer au microscope, les photographier et ensuite découper les chromosomes et les ranger. On a alors le karyotype. Alors, vous avez un exemple de karyotype, le karyotype humain. Alors, si nous observons ce karyotype, nous constatons que eh bien, les chromosomes n'ont pas même forme, les chromosomes n'ont pas même taille, les chromosomes n'ont pas même position des centromères. Alors, donc, en regardant également ce karyotype, nous constatons que les chromosomes sont par paire. Alors, les deux chromosomes d'une paire sont appelés des chromosomes homologues. Donc, on peut exprimer la formule chromosomique d'une telle cellule par 2N. Et cette cellule-là est appelée cellule diploïde. Il y a également des cellules où les chromosomes sont en un seul exemplaire. Alors, ces cellules-là, on les appelle des cellules haploïdes. Maintenant, si nous regardons, nous comparons le karyotype masculin au karyotype féminin. Nous constatons que les 22 paires, il y a 22 paires, au total, il y a 23 paires chez l'homme. Nous constatons que 22 paires sont identiques chez le masculin que chez le féminin. Alors donc, ces 22 paires sont appelées des autosomes. La différence entre le karyotype humain, masculin et le karyotype féminin, c'est au niveau de la 23e paire. Chez le masculin, c'est représenté par un grand chromosome et un petit chromosome. Et chez le féminin, c'est représenté par deux grands chromosomes. Alors, les deux grands chromosomes, on les désigne XX. Et le masculin, chez le masculin, alors le grand est désigné par X et le petit est désigné par Y. Alors, comme cette paire-là permet la distinction entre le sexe, alors on les appelle des chromosomes sexuels ou des gonosomes. Voyez? Alors, on peut alors écrire la formule chromosomique du masculin par 44 plus XY. Et le féminin, 44 plus XX. Le karyotype est caractéristique de l'espèce. L'espèce humaine, 2N égale à 46, eh bien ça varie selon les espèces. Le chien, par exemple, a 2N égale à 118. En consigne, cite dans l'ordre les différentes opérations qui ont permis d'établir les karyotypes humains ci-dessus. Analyse les deux karyotypes. Alors, nous arrivons à l'évolution de la quantité d'ADN, de la quantité de la molécule d'ADN au cours d'un cycle cellulaire. Un cycle cellulaire, mathématiquement parlant, c'est égal à interphase plus mitose. L'interphase est composée de G1, phase de croissance, de la phase S, phase de synthèse, de la phase G2, qui est également une phase de croissance qui prépare la mitose. Alors, si nous regardons ici l'évolution du taux d'ADN, en phase G1, nous voyons que le taux d'ADN est constant. Nous avons une valeur arbitraire de 6,5 picogrammes et nous constatons également que le nucléofilament est simple et décondensé. Alors, en phase S, nous constatons que le taux d'ADN passe de 6,5 picogrammes à 13 picogrammes, donc au double. Passe du taux initial au double. Et nous constatons que le nucléofilament également est décondensé également. Alors, en phase G2, nous constatons que le taux d'ADN se maintient toujours au double. Ici, 13 picogrammes. Et le nucléofilament est doublé et décondensé également. Alors,
En début mitose, le taux d'ADN se maintient toujours au double. Et nous constatons que le nucléofilament est condensé, court et épais. C'est le chromosome mitotique. Alors, pendant cette mitose, nous constatons que le taux d'ADN chute à la valeur initiale. Ça revient à la valeur initiale. Et en même temps, nous constatons que les deux chromatides qui étaient unis, ces deux chromatides se séparent et chaque chromatide passe dans une cellule. Et ce taux d'ADN se maintient à cette valeur du taux initial et la chromatide maintenant va se décondenser et la cellule va entrer en G1, un autre cycle va commencer. Et cette condensation du chromosome se fait par spiralisation, alors que la décondensation se fait par déspiralisation. Voilà. En activité, un dosage de la quantité d'ADN dans une cellule en division a donné les résultats suivants. Vous avez le tableau qui est là, temps en heure et quantité d'ADN en unité arbitraire. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande en consigne? Trace le graphique représentant l'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps. Interprète ce graphique en y inscrivant en particulier l'emplacement des phases S et des mitoses. Maintenant, nous arrivons à l'importance de la mitose. Alors, la mitose assure la croissance. Certainement, il y a 5 ans, tu n'avais pas la taille que tu as aujourd'hui, tu as grandi. C'est la mitose qui en est la cause. La multiplication, et la mitose permet la multiplication également chez beaucoup d'êtres vivants et beaucoup de cellules également. Le renouvellement des cellules, il y a des cellules qui ont des durées de vie bien limitées, alors il faut les renouveler. Alors la mitose permet leur renouvellement. La mitose est une reproduction conforme. Elle maintient le nombre de chromosomes, la qualité et la quantité de l'ADN, donc de l'information génétique. C'est une division équationnelle. Alors, nous avons ici toujours l'importance de la mitose. Alors, les tableaux ci-dessous résument l'importance de la mitose dans le maintien du karyotype et de l'information génétique. D'abord, dans le maintien du karyotype, nous avons une cellule mère à deux N chromosomes. À 2 N chromosomes et à une chromatide chacun. Alors, en phase G1. Alors, la cellule va faire la phase S. En phase G2, on va retrouver la cellule à 2 N chromosomes, à 2 chromatides chacun. La cellule va faire la mitose. Et en phase G1, on retrouve 2 cellules filles à 2 N chromosomes, à une chromatide chacun. Nous sommes partis de 2 N chromosomes à une chromatide. Nous sommes arrivés à 2 N chromosomes à une chromatide. Le karyotype est maintenu constant. Maintien de l'information génétique également. Une des importances de la mitose. Nous avons une cellule mère à une molécule d'ADN par chromosome en phase G1. La cellule mère va faire la phase S et on obtient en phase G2 la même cellule mère à 2 molécules cette fois-ci identiques par chromosome. Et cette cellule va faire la mitose et on la retrouve en phase G1. Alors on obtient 2 cellules filles à une molécule d'ADN par chromosome. Donc on est parti d'une cellule à une molécule d'ADN par chromosome. On arrive à 2 cellules à une molécule d'ADN par chromosome. L'information génétique est conservée. En consigne, alors analyse chaque tableau et déduit l'importance de la mitose. Je vous remercie.